La France soutient Al-Qaïda. La classe politique française, elle est complètement prise à la gorge par le Qatar et l'Arabie Saoudite et naturellement par l'Amérique. Quand M. Hollande nous dit voilà ce qu'on va faire demain, il ment. Parce que depuis 30 ans, depuis le traité de Maastricht, ils ont remis leur pouvoir. Un bout à Washington, un bout à Bruxelles, un bout à Francfort, un bout à Genève. Je pense qu'aujourd'hui, on a changé de système, on est passé d'une démocratie à une oligarchie depuis Maastricht, et que donc les élections ne servent plus à rien. La potestas, le pouvoir de gouverner, a été remis à Bruxelles. L'auctoritas est chez Ruquier. Donc il ne reste rien. Sans distinction, fils de pionnier. Pied noir, c'est notre seul bagage. Pied noir, voilà notre fierté. Rien ne pourra faire oublier notre passé. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'émission Au Forum en compagnie de Bernard Colle, non pas à mes côtés, pour une émission un peu spéciale parce que nous allons faire un bilan d'étape. Bernard Colle, bonsoir. Voici 2 ans, hein, c'était le 31 octobre 2014, avait lieu la première émission de Au Forum des Rapatriés. Nous abordons donc aujourd'hui la 6e édition déjà. Vous êtes aussi intervenu dans les cadres des Zooms, des invités de TV Liberté, notamment avec Pierre Descaves, mais aussi avec Maître Gilbert Collard. Vous êtes intervenu aussi dans les journaux télévisés de la chaîne pour informer les Français des avancées de votre action. Quel bilan tirez-vous finalement des 5 premières émissions de Au Forum, de vos interventions sur TV Liberté, 2 ans de travail? Eh bien, bonsoir Martial, bonsoir aux téléspectateurs de Télé Liberté. Tout d'abord, je tiens, au nom des adhérents et sympathisants de Jeunes Pieds Noirs, à remercier toute l'équipe de TV Liberté et son président Philippe Millot, ainsi que la dynamique équipe et jeune équipe qui anime TV Liberté. Pour nous, les oubliés de l'histoire, c'est un espace de liberté, c'est un espace exceptionnel dans lequel on peut effectivement défendre les valeurs qui sont les nôtres dans un monde où la presse consacre peu d'émissions et peu de journaux au monde des rapatriés. Au total, nous avons fait effectivement, Martial, 17 émissions sur TV Liberté. Nos interventions les plus importantes ont eu un nombre de visiteurs assez notable, puisque nous avons fait 50 000 visiteurs dans la première émission, le Zoom que nous avions réalisé avec Pierre Descaves. C'était notre première émission sur TV Liberté. Mais nous avons aussi le dernier film qui a été mis à Arquil et sacrifié, un film qui a déjà plus de 22 000 visiteurs en 6 mois. Nous avons en moyenne entre 3 000 et 10 000 visiteurs par émission, et nous espérons atteindre bientôt les scores de films comme La Valise et le Cercueil, dont nous avons souvent parlé dans les précédentes émissions de TV Liberté, du Au Forum, qui atteint déjà 255 000 visiteurs. Mais donc, il y a des films français qui sortent et qui seraient heureux de faire 250 000 visiteurs et téléspectateurs. Alors en plus, c'est un film qui a été interdit, malgré son visa de censure, de distribution dans les salles de cinéma françaises. Donc nous sommes très satisfaits de ce premier résultat et ça augure de bons bilans prochains que nous pourrons faire ensemble, j'espère, dans un an. Quelle signification donnez-vous finalement à ces premiers résultats qui sont, vous l'avez noté, dans la bonne moyenne des émissions de TV Liberté, alors que, je le précise à nos téléspectateurs qui nous regardent, que c'est au forum où ces sujets sont des sujets souvent historiques et a priori on pourrait se dire réservés finalement au monde des rapatriés et à eux seuls.
Tout à fait. En fait, la télévision sur Internet introduit un nouveau concept, c'est celui de l'information pérenne, de l'information durable. Que ce soit les films, les émissions, les téléspectateurs peuvent les regarder en fait 24 heures sur 24. Il n'y a plus de limite de temps en fait quand elles sont transférées sur YouTube notamment, et la population rapatriée à laquelle nous nous adressons principalement et aux politiques qui ont à gérer les problèmes des rapatriés représente actuellement 420 000 familles, à peu près 3 millions d'électeurs selon les politologues. Donc en fait notre résultat évidemment est à comparer par rapport à cette cible. On ne s'adresse pas encore aux 45 millions de Français qui pourtant sont aussi concernés par la résolution du problème rapatrié. Comment réagissent d'ailleurs ces Français rapatriés à vos émissions? Est-ce qu'ils se retrouvent dans Au Forum, dans la façon dont nous présentons les choses? Alors c'est un peu comme toutes les émissions, je pense, de télévision. Les Français sont plutôt passifs et habitués à 5 décennies d'une télévision à sens unique, et la réactivité par rapport aux émissions reste relativement faible. Je pense que c'est un constat général sur toutes les émissions de télévision sur Internet. Mais on sent qu'il y a une prise de conscience dans la façon d'exploiter cette information sur Internet, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une information pérenne, que l'on peut aller piocher au bon endroit, et notamment sur une vidéo. On n'est pas obligé de lire toute la vidéo, on peut aller à la séquence qui intéresse la personne directement. Enfin, la personne peut aller directement à la séquence qui, pour elle, a une importance. Donc nous commençons à avoir des échos très positifs sur cette nouvelle façon de gérer l'information, notamment de la part des jeunes qui cherchent pour leurs travaux scolaires, pour leurs travaux universitaires, un certain nombre d'informations auxquelles ils n'avaient pas accès avant et auxquelles, grâce à TV Liberté, ils ont désormais accès. Maintenant que vous avez évoqué finalement le passé, c'est-à-dire les 5 premières émissions, comment vous envisagez l'avenir? Est-ce qu'on conserve les mêmes présentateurs, mais aussi les mêmes orientations? Est-ce qu'on change tout? Alors, c'est vrai que nous sommes attachés à notre cœur notre cœur de métier presque, le cœur de notre fonction associative, qui est la défense de l'œuvre colonisatrice de la France et de tout ce qui a été réalisé plus particulièrement en Afrique du Nord, en Algérie, au Maroc et en Tunisie, à obtenir la reconnaissance de la réalité historique de l'abandon volontaire dont ont été l'objet les Français rapatriés, qui ont été sacrifiés à une politique d'État dont on voit aujourd'hui malheureusement les conséquences. 50 ans après, l'Afrique est devenue un chaos total. Quand on regarde une carte, toutes les zones interdites correspondent aux anciennes colonies françaises, alors que c'était des pays dans lesquels on pouvait évidemment vivre et circuler sans aucun problème. Cette réalité historique, il fallait la rappeler. Mais elle a trouvé son étape à la suite de la publication, il y a maintenant 1 an, de la dernière annonce publicitaire que nous avons faite concernant la responsabilité de l'État français. Et une fois réglé ce problème de la loi de réparation, nous allons basculer au Forum des rapatriés sur toute la partie culturelle, le cinéma, les arts, la littérature, la sculpture, notamment le courant orientaliste qui est né de la colonisation, et les personnalités qui ont créé tout ce courant-là, les peintres, les sculpteurs, les écrivains, pour montrer aux Français de métropole que le patrimoine rapatrié n'est pas un patrimoine qui est parti dans les oubliettes de l'histoire, mais qui est un patrimoine bien vivant ici en France. Et nous allons lancer une campagne dont nous reparlerons à la fin de l'émission, qui s'appelle en 2017, qui s'appelle « Ville et rapatriés », car 2017, c'est le 55e anniversaire du retour des Français d'Afrique du Nord, de l'exode des Français d'Afrique du Nord, et il y aura de nombreuses manifestations en France autour de ce patrimoine. Alors il y a quand même une dernière étape dont il va falloir reparler, c'est le vote de la loi Vérité et Justice pour les Français rapatriés. Je vous propose qu'on en parle dans quelques instants. Noir, symbole de courage, ciel noir, reflet de volonté. Bernard
Bernard Colle, nous évoquions à l'instant cette opération, cette campagne Vérité et Justice pour les Français rapatriés. Vous abordez en effet d'une façon très directe dans votre dernière annonce publicitaire qui va être dans Valeurs Actuelles, l'hebdomadaire, et qui paraît dans quelques jours, enfin même aujourd'hui je crois, la dernière étape de cette campagne Vérité et Justice pour les Français rapatriés. C'est une campagne qui a débuté en 2008. Pouvez-vous nous rappeler d'ailleurs en fait les principales étapes de cette campagne qui est née à sa 25e annonce? Alors en fait, effectivement, en 2008, avec Pierre Descaves, notre regretté président, qui était lui-même ancien député, juriste et fiscaliste, quand nous avons analysé la relation État-rapatrié, nous étions dans une situation de blocage total. Nicolas Sarkozy s'était engagé le 31 mars 2007 à reconnaître officiellement la responsabilité de l'État s'il était élu président de la République. Or, il ne l'a pas fait. Le 5 décembre 2007, les téléspectateurs des hauts forums précédents l'ont vu dans les séquences que nous avons présentées. Nicolas Sarkozy n'a pas tenu son engagement, comme il ne l'a pas tenu pendant tout son mandat. Donc en fait, nous avons décidé de nous adresser directement aux 45 millions d'électeurs. Tout à l'heure j'ai dit 45 millions de Français, mais c'est 45 millions d'électeurs. Évidemment, ce sont eux qui nous intéressent en priorité, pour leur demander, en demandant au chef de l'État, au Premier ministre, de déposer un projet de loi répondant à la proposition de loi que nous avions faite avec Pierre Descaves en 2012, c'est-à-dire on a laissé 4 ans aux parlementaires et au gouvernement pour s'engager sur cette loi. Malgré 24 annonces dans la presse, nous n'avons eu aucun retour négatif sur nos propositions. Malgré 3 réunions à l'Assemblée nationale avec Gilbert Collard notamment, nous avons eu des dizaines de parlementaires. Donc nous pouvons considérer que notre proposition de loi Vérité et Justice pour les Français rapatriés correspond bien à la volonté générale des Français, puisqu'il n'y a pas d'opposition. Et nous demandons au Premier ministre de déposer un projet de loi reprenant cette proposition de loi, à l'occasion notamment de la journée nationale hommage aux harkis du 25 septembre. Alors quand on regarde donc la publication dans Valeurs Actuelles, on se dit que c'est la 25e annonce que vous avez faite, malgré des moyens modestes. Et alors pourquoi vous avez fait le choix, audacieux pour le moins, de faire une demi-page dans le quotidien Le Monde, parce que c'est quand même un organe peu favorable, c'est le moins que l'on puisse dire, aux rapatriés ou aux défenseurs plus largement de l'Algérie française? Alors effectivement, le 25 septembre 2008, nous avons lancé la campagne avec Justice pour les harkis et leurs enfants, en nous adressant à Nicolas Sarkozy à l'époque, et nous avons choisi Le Monde pour une simple raison, c'est que tous les politiques lisent ce journal. Il n'y a pas un homme politique qui ne lit pas Le Monde, comme il n'y a pas un homme politique qui ne lit pas Le Figaro. Donc tout le début de la campagne a été axé sur Le Monde, 3 publicités, sur Le Figaro 11 publicités, et puis après nous avons repris dans Valeurs Actuelles, qui est un public qui est plus proche de nous, pour des questions aussi de rentabilité financière, puisque évidemment Le Monde, même si Le Monde a donné 50% de retour en coupons pour financer la publicité, qui valait 15 000 € à l'époque, c'est quand même pas négligeable, Le Figaro et Valeurs Actuelles couvrent totalement les annonces publicitaires que nous faisons dans ces quotidiens. Et dans Le Monde, parce que là je suis assez curieux de savoir quelle était la réaction des lecteurs du Monde, surtout auxquels vous demandiez de l'argent pour cette vérité et cette justice pour les Français rapatriés. Est-ce que vous êtes rentré dans votre argent? Nous sommes rentrés à 50% du coût de la publicité, avec des contacts qu'évidemment nous n'avions jamais eu auparavant dans les milieux traditionnels rapatriés. Les contacts positifs, négatifs? Positifs, que positifs. Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons jamais reçu, en 8 ans de campagne, aucune contestation de ce que nous avons affirmé dans toutes les publicités que nous avons faites. Pour un coût global de combien cette campagne de 25 annonces? Alors, globalement... Je suis curieux, pardon. Mais non, c'est tout à fait... C'est une question légitime, parce que nous avons d'ailleurs, en tant qu'association, un devoir d'expliquer ce que nous faisons de l'argent que nous recevons des donateurs. Alors, il y a eu 62 associations qui ont contribué à cette campagne, pour une moyenne à peu près de 100 € par association par an, et 2016 donateurs, pour une moyenne de 12,50 € par an de dons. Donc vous voyez, c'est qu'avec une belle opération Vérité, là, ce que vous nous faites. Ce sont des sommes très modestes.
avec des sommes très modestes, nous avons pu tenir une campagne nationale qui a permis de toucher 15 millions de lecteurs du Monde, du Figaro, de Valeurs Actuelles et d'un certain nombre d'autres journaux comme Politique Magazine et l'Écho de l'Oranie, et aussi La Provence, parce que ces 24 annonces représentaient 5 millions de pages A4. Hein, chaque annonce représente l'équivalent d'une page A4. Donc les lecteurs de ces journaux n'ont pas pu échapper aux lecteurs de ces différents supports. Alors là, on en est donc toujours dans cette dernière étape, dans un contexte, il est vrai, favorable, puisque ce sont les élections de 2017, et donc on peut peser sur les candidats de droite ou de gauche. C'est une année aussi qui va marquer aussi les esprits, parce que c'est le 55e anniversaire de l'exode forcé des Français d'Algérie. Alors quelles sont des actions simples que vous voulez mener ? Alors nous allons mener des actions relativement simples à la suite de la publication dans le numéro de Valeurs Actuelles d'aujourd'hui, jeudi 22 septembre, c'est-à-dire que nous allons recontacter tous les parlementaires, les médias et toutes les personnalités qui peuvent contribuer au vote de la loi Vérité et Justice pour les Français rapatriés. Il faut dire que parallèlement aux annonces publicitaires, nous envoyons systématiquement une lettre ouverte au chef de l'État, au gouvernement, au Premier ministre et au gouvernement, ainsi qu'à 200 journalistes et médias, à 300 associations patriotiques, rapatriés, anciens combattants, car nous sommes aussi soutenus par les anciens combattants, notamment par l'Union nationale des combattants, et à peu près à 3000, 4000 soutiens de jeunes pieds noirs. Sans compter les émissions de TV Liberté en plus, bien sûr. Alors, sans compter les émissions de TV Liberté qui viennent renforcer, évidemment, cette campagne d'information. Plus de 200 000 internautes qui ont vu votre site grâce à TV Liberté. Alors, vous estimez, vous m'avez dit que toutes les réactions étaient totalement positives. Alors, j'ai du mal à croire quand même que quand on publie une grave accusation comme celle que vous avez portée contre le général de Gaulle, celle d'être responsable d'un crime d'État et d'un crime contre l'humanité envers les pieds noirs et les harkis, en prenant comme référence d'ailleurs le 16 juillet 1942, j'ai peine à croire que vous n'ayez pas reçu de retour négatif si on publie cela dans le Figaro, où il doit y avoir encore quand même des gaullistes, Valeurs Actuelles, ou même dans Le Monde. Non, nous n'avons jamais reçu la moindre contestation, ni d'un historien, ni d'un intellectuel, ni d'un journaliste, ni d'un homme politique, ni d'un ministre. Même la famille du général de Gaulle, et notamment l'amiral de Gaulle, son fils ne se sont pas manifestés. Le seul geste qu'a fait l'amiral de Gaulle, c'est de renvoyer son abonnement à Valeurs Actuelles. Bon, c'est aujourd'hui en termes juridiques, lorsqu'il y a diffamation, et on peut considérer que c'est quand même une diffamation que d'accuser un chef d'État de crime contre l'humanité, le délai légal est de 3 mois. Notre annonce date du 13 mars 2014. Elle a été republiée il y a à peu près... Elle a été republiée le 13 mars 2016, donc une deuxième fois dans le Valeurs Actuelles, dans différents supports comme l'Écho de l'Oranie, sans jamais avoir de contestation. Donc on peut dire qu'aujourd'hui c'est une vérité établie et c'est la raison sur laquelle nous nous appuyons pour demander la loi de réparation que nous avons déposée. Maintenant s'il y a un contradicteur et s'il se fait connaître, est-ce que vous êtes prêt à dialoguer avec lui ? Je pense que Martial, vous serez très heureux avec moi de l'accueillir sur le plateau de TV Liberté pour qu'il puisse venir s'exprimer s'il le souhaite. La chose est dite. Alors qu'est-ce que vous comptez faire maintenant ? Parce que là on est proche de l'élection présidentielle. Est-ce que vous pensez qu'il y a le moyen de faire voter cette loi en 2017 et comment dans ce cas-là ? Alors oui, il y a probablement un moyen de le faire. Ça demande un peu de mobilisation de la part des rapatriés et de leurs amis. Il suffit que chacun contacte son député, son sénateur, pour lui demander de prendre publiquement position pour la loi, de façon à ce que le gouvernement la présente dans les mois qui viennent à l'Assemblée nationale. Parfait, on va se retrouver dans quelques instants et on va parler d'une campagne. Une campagne chasse quasiment l'autre. Cette campagne nouvelle, elle s'intitule Vox Populi. Symbole de courage, ciel noir, reflet de volonté.
Vox Populi, Vox Dei, Bernard Colle, cette nouvelle campagne s'est appuyée sur le bilan assez positif d'ailleurs de la campagne Vérité et Justice dont on vient de parler, même si elle n'est pas arrivée totalement à son terme, hein, mais ça vous permet de proposer une même démarche, mais sur un autre sujet de société qui préoccupe les Français. Allez, je vous laisse présenter cette campagne Vox Populi. Alors Vox Populi, c'est très simple, on est parti effectivement du constat et du succès de la campagne Vérité et Justice pour les rapatriés pour la proposer, nous la proposons, c'est une campagne ouverte à tous les Français, aux 45 millions d'électeurs. C'est une campagne qui repose sur un principe très simple, elle est purement constitutionnelle. Le principe que nous avons repris grâce à Pierre Descaves dès l'origine, c'est que la République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est le titre 1 de la souveraineté, article 2 de la Constitution française. Et nous allons inviter tous les Français, et en premier lieu évidemment les candidats à la présidence de la République, à venir s'exprimer à TV Liberté, pour répondre à la question naturelle qui est posée à tous les candidats. C'est, si vous êtes élu président de la République, quelles mesures demanderiez-vous à votre Premier ministre de présenter en priorité au Parlement pour répondre aux problèmes actuels de la France? Donc ça démarre le 2 novembre prochain sur TV Liberté. Dès le 2 novembre, à la suite du journal télévisé, dans une émission spéciale présidentielle, et il y aura cette, campagne Vox Populi. Mais pourquoi une telle campagne dans une France qu'on dit finalement sans espérance, où on a quand même le sentiment quelquefois que la situation est un peu irréversible? Alors tout à fait, c'est pour essayer de pallier au manque d'imagination, semble-t-il, de nos hommes politiques, parce que quand on reprend les journaux et les articles de presse qui ont été publiés sur ces 20 dernières années, on est surpris par la répétition de la problématique, que ça concerne les retraites, les dépenses publiques, l'immigration, tous les sujets récurrents qui reviennent à la une des journaux réapparaissent avec les mêmes solutions des hommes politiques. Et l'originalité de la campagne Vox Populi, c'est qu'elle s'appuie toujours sur la Constitution, sur le principe même de la loi telle qu'elle doit être. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement à sa formation. C'est l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, préambule de la Constitution française, qui est la loi des lois. Ce qui est en préambule de la Constitution française, c'est ce que tout le monde doit respecter. Et nous invitons, c'est pour ça que, en se référant à cet article 6, tout citoyen peut proposer des mesures que nous allons transformer avec lui en propositions de loi, et nous demanderons aux candidats, pour celles qui ont été plébiscitées grâce aux émissions de Télé Liberté, de les inscrire dans leur programme de 2017. Alors, si je vous comprends bien, si je vous suis bien, on pose des questions aux citoyens, aux intellectuels, aux politiques, aux hommes de culture, à des ingénieurs, aux gens de la société civile, en leur disant globalement la question, c'est laquelle? C'est quelles sont les mesures que vous prendriez, vous, si vous étiez au pouvoir, si vous étiez chef de l'État, pour faire évoluer les choses? Et c'est évidemment des mesures concrètes que nous demandons. Et ce ne sont pas des vagues promesses, parce que quand on lit actuellement dans la presse les déclarations des candidats, on est stupéfait. Ce sont encore des mesures très floues. Chacun, par exemple, prenons simplement la dette publique. Quand vous lisez les réactions des candidats, c'est je vais faire 80 milliards d'économies, 100 milliards, 150 milliards. Mais comment? Par quelle loi? Donc en fait, il faut bien voir que dans la Constitution, le chef de l'État, lorsqu'il arrive au pouvoir, désigne un Premier ministre. Et ce Premier ministre est chargé de présenter au Parlement des projets de loi qui vont permettre la réalisation des engagements du chef de l'État. C'est comme ça que fonctionne la République française. Donc en fait, Vox Populi fait gagner une étape, c'est-à-dire que plutôt que de rester aux engagements, nous allons demander aux candidats de transformer ces engagements en propositions de loi de façon à être opérationnels dès leur élection. Est-ce que c'est un peu une forme de cahier de doléances finalement? Non, pas du tout, puisque le cahier de doléances c'était quelque chose de vague. Tandis que là, le citoyen qui a quelque chose à proposer va pouvoir le proposer de façon concrète,
sous la forme d'une proposition de loi, c'est-à-dire exposé des motifs en se référant à la Constitution, article de la loi qui permet de répondre aux problèmes posés, et financement. Parce qu'une loi, évidemment, ne peut être déposée que si son financement est assuré. Bon, je suis téléspectateur, là, je viens de vous entendre à l'instant, je me dis, oh ben voilà, moi ce que j'aurais toujours voulu, c'est que la culture des carottes soit prioritaire sur tout le reste, et donc j'ai décidé de le dire, de le proposer. Donc moi je fais la proposition, et vous la mettez en musique, si j'ose dire. Non, on va demander d'abord à la personne qui a une proposition d'être à la place du chef de l'État. Il ne s'agit pas de proposer effectivement le changement d'un panneau au carrefour du village, etc. Il s'agit des problèmes régaliens, c'est-à-dire des problèmes de défense, des problèmes d'éducation nationale, des problèmes de sécurité, de terrorisme, enfin tous les problèmes que l'on voit à la une aujourd'hui, enfin que l'on voit depuis 20 ans ou 30 ans à la une de la presse française. Donc si vous avez une solution concrète à proposer pour le problème de l'immigration, pour le problème de la corruption du monde politique, etc. Prenons un exemple concret. Il faut dire que nous ne sommes pas les seuls à avoir cette démarche. Prenons une association que beaucoup de gens connaissent, Contribuables Associés. Elle a la même démarche que nous. Proposition de loi pour l'inéligibilité à vie des élus condamnés, mais elle renvoie sur une pétition. Or, le drame des pétitions en France, c'est qu'il n'y a pas... la Constitution prévoit au niveau de la pétition, mais il faut réunir 10% des inscrits, c'est-à-dire 4,5 million électeurs. Et il faut avoir 40% des parlementaires qui acceptent cette proposition. Donc c'est une machine qui est impossible à mettre en œuvre. Nous sautons l'étape de la pétition pour aller directement à la proposition de loi. Je reprends cette proposition-là de Contribuables Associés et donc je vous redis, voilà, moi je suis maintenant devenu un citoyen, j'ai compris que c'était régalien et que donc il ne s'agissait pas du panneau de la culture des carottes, j'ai compris, moi je suis pour la proposition de loi pour l'inéligibilité à vie des élus condamnés. Bon, voilà. Donc ça, je vous dis, j'en fais la proposition. La mise en musique, c'est-à-dire la mise, concrètement, l'application par la loi, la préparation de la loi, le financement, c'est pas moi le citoyen qui le fait, c'est vous qui le faites. Alors nous contribuons, si la personne n'arrive pas à constituer un petit groupe de travail autour d'elle, et si la mesure proposée est intéressante, et si on estime qu'elle touche un maximum de Français, nous allons l'aider. Mais nous l'invitons à constituer un comité de soutien à sa proposition de loi qui va regrouper les personnes qui spontanément vont apprécier cette proposition. Et c'est pour ça que dans les coupons-réponses que nous mettons dans nos publicités et qui seront faites par exemple sur cette proposition, la personne saura si les Français réagissent positivement ou pas, comme nous avons eu cette réaction quand nous avons proposé la loi Vérité et Justice pour les rapatriés. Alors j'ai bien compris les quelques exemples de propositions de Vox Populi, j'ai réussi à cerner votre demande et votre souhait. Ensuite, si j'ai cette proposition en moi, que je l'ai travaillée, où est-ce que je l'envoie? Concrètement, qu'est-ce que j'en fais? Alors aujourd'hui, vous l'envoyez à Jeune Pied Noir qui va centraliser dans la phase de démarrage cette campagne, et ensuite nous répartirons en fonction des associations qui soutiendront, comme par exemple c'est déjà le cas pour, si je prends Contribuables Associés, si Contribuables Associés veut participer à cette campagne, c'est eux qui soutiendront leur propre proposition de loi. Ce qu'il faut bien voir, c'est que si vous croyez tenir une mesure satisfaisante, une mesure qui répond aux attentes des Français, vous aurez spontanément, comme nous l'avons eu pour la campagne Vérité et Justice pour les rapatriés, l'arrivée de contacts de gens qui vous aideront financièrement et aussi techniquement pour la préparation de la loi, comme ça a été pour notre cas. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette initiative dont on reparlera forcément, puisque c'est le 2 novembre, une nouvelle fois, ce Vox Populi sera intégré à l'émission pour la présidentielle qui sera présentée par Élise Blaise sur TV Liberté et qui reprendra à chaque jour une proposition faite par un citoyen, intellectuel, homme de culture, homme de la société civile, politique ou simple citoyen comme vous et moi. Alors, le seul point que l'on peut rajouter, c'est que qu'est-ce que c'est qu'une proposition de loi ou un projet de loi? Tout le monde peut aller sur Internet, sur le site de l'Assemblée nationale. Vous avez des centaines d'exemples. En général, c'est pas très compliqué à rédiger. La difficulté, c'est plutôt d'avoir de bonnes mesures à proposer. On
On suivra Vox Populi avec intérêt et on va tout de suite passer à la 16e, je crois, journée nationale en hommage aux harkis. C'est le 25 septembre prochain. À tout de suite. Symbole de courage, ciel noir, reflet de volonté. Je le disais un instant, Bernard Colle, cette année marque la 16e journée en hommage aux harkis, un concept créé et lancé par vous, par Jeune Pied Noir, en 1985, avec le soutien d'André Santini, le maire d'Issy-les-Moulineaux, qui était alors secrétaire d'État aux rapatriés. Cette année, vous avez voulu plus particulièrement rendre hommage aux Français qui ont contribué à sauver en 62, puis qui ont hébergé, parfois durant de longues années, des harkis et leurs familles. Comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des Français qu'on a appelés les justes, qui sont venus au secours, comme ils l'avaient fait pour nos compatriotes juifs, de 1942 à 1945, il y a des Français qui sont venus au secours des rapatriés, plus particulièrement des harkis et de leurs familles, abandonnés, désarmés, abandonnés sur place au FLN, dont la plupart ont été malheureusement assassinés, et les survivants ont été la plupart du temps sauvés par des officiers qui n'ont pas respecté les ordres reçus, les ordres criminels reçus de l'État. Alors là, voilà, c'est clairement un personnage extraordinaire que vous allez évoquer, qui est le général Francis Meillard, qui était lieutenant en Algérie. C'est un de ces officiers dont vous parliez à l'instant, qui a écrit d'ailleurs avec Benoît de Sagazan pour l'honneur avec les harkis, de 1958 à nos jours. Vous l'avez rencontré, c'est un homme qui a sauvé 300 personnes, principalement c'est des harkis et leurs familles rescapés des premiers massacres du 19 mars 62. Qui est ce général François Meillard ? Alors le général François Meillard, comme vous venez de l'indiquer, était un simple lieutenant à l'époque, un sorti de Saint-Cyr. Après avoir fait Saumur, il est allé en Algérie au 23e régiment de Spahi algérien et évidemment il a eu à commander des harkis. En 1959, il est arrivé en novembre 58 en Algérie, en 59, 60, 61. Il recevait des ordres de se battre et de gagner la guerre. Il l'a gagné avec ses harkis, et en 1962, on lui demande de désarmer ses harkis et de les abandonner. Chose qu'il refuse de faire, et il dit à l'armée, tant que mes harkis ne seront pas protégés, je resterai avec eux. Et donc c'est un régiment de l'armée traditionnelle, le 23e Spahi, il a protégé avec les Européens et les musulmans qui étaient dans ce régiment, il a pu protéger une partie de ces harkis, le reste a été massacré. Le général Meillard a témoigné depuis plusieurs années dans des hebdomadaires et des journaux comme Le Point ou Le Monde. Vous avez ici une photo du massacre de ces harkis. Comme je le disais tout à l'heure, plus personne n'ignore cette réalité. Ce sont quand même, selon les historiens les plus sérieux, entre 30 000 et 150 000 Français qui ont été massacrés. C'est un véritable génocide. Est-ce que je peux vous couper parce qu'on va regarder, si vous voulez bien, le témoignage tout à fait poignant et même très émouvant du général Meillard. Mon général, vous êtes né en 1933, vous aviez 6 ans en 1940. Quelles sont les impressions que vous gardez de cette période ? J'avais 6 ans, c'est l'enfance. Et je garde comme impression très forte l'humiliation de la France, l'arrivée des Allemands et le désordre complet de mon pays. Je suis un enfant de cette époque-là. Je suis un enfant de 1940 et de la défaite de 40, et c'est la raison pour laquelle je consacre naturellement mon existence à la défense de mon pays. Et votre père était lui-même proche de l'armée, ingénieur militaire. Mon père était ingénieur de l'air, ce corps était militarisé, il n'était pas très militaire à ce moment-là, mais il était mobilisé, donc il faisait un métier de militaire. Et il était à Carcassonne, par exemple, et il m'a présenté un certain nombre de pilotes ou de militaires ayant combattu et qui venaient à l'état-major de l'armée de l'air se présenter. Et il y avait, je me souviens, un pilote qui s'était fait descendre 8 fois, dont la 8e fois par les Français d'ailleurs, et qui était là vivant. Ce sont des choses qui marquent et qui m'ont marqué
et qui ont fait que j'ai connu après Vichy, le maréchal Pétain, la suite, etc. Je n'ai jamais changé d'avis. J'avais orienté ma vie sur la défense de mon pays. C'était ce qui primait chez moi. Voilà. Donc après-guerre, vous rentrez à Saint-Cyr en 1955, vous en sortez en 1957, et ensuite vous orientez vers la cavalerie à Saumur. C'est cela. J'ai choisi la cavalerie parce que c'était d'une part l'arme blindée, un tas de choses, mais j'ai découvert en cours de route que l'on pouvait aussi servir encore à cheval. Et mon Dieu, servir à cheval, j'adorais l'équitation. Alors servir à cheval, c'était dans le contexte de la guerre d'Algérie une manière de faire et de vivre qui importait beaucoup, qui faisait passer beaucoup d'autres choses. Et là, vous choisissez le 23e Spahi à Saïda, à côté d'Oran. C'est ça, c'est un régiment dont une partie venait du Maroc, et ce régiment était réparti dans des fermes autour de Saïda, et nous étions beaucoup mêlés à la population, et j'ai pris le commandement d'un peloton très vite, et là aussi nous avions des accrochages, j'en ai vu dès le début. Et c'était essentiellement des combattants français musulmans que vous aviez. Oui, mêlés par une partie de ce régiment venait quand même du Maroc, et il y avait des appelés, mais une majorité quand même musulmane, voilà. Alors mon général, vous arrivez donc en novembre 58 à Alger, juste dans l'ambiance qui a suivi les mois de mai et juin 58, le vote de la Constitution en septembre 58. Quelle était l'ambiance dans un régiment algérien à l'époque et quelles étaient les directives qui vous ont été données par le pouvoir, quelles étaient les directives qui étaient données à l'armée en ce qui concerne la politique algérienne que vous aviez à mener sur le terrain durant ces années 59, 60 et 61. Oui, bien sûr. Dans mon régiment, il n'y a aucune comment dirais-je, discordance. Le général de Gaulle, c'est le général que nous avons tous connu. J'ai connu, moi, la libération de Paris. C'est le général de la libération de Paris. C'est le patron de la grandeur française. Et le général de Gaulle nous dit bien, et dans mon régiment, les directives sont bien de combattre. Et de combattre l'adversaire qui est le FLN. Je dirais en raccourci, parce que cela résume bien ce que nous disait le général de Gaulle, ce qu'il nous a dit en 1960, janvier 1960, attention pour les armées, vous avez à liquider la force rebelle qui veut chasser la France de l'Algérie pour instaurer sa dictature de misère et de stérilité. Et tout en menant l'action des armes, vous avez à participer à la formation des populations, la transformation des populations, bien sûr. Il y a une partie, comment dirais-je, considération. Pour moi, c'est très important le terme de considération dès qu'il s'agit des Algériens musulmans. Car je pense que c'est ce qui est peut-être le plus important pour eux. Alors vous êtes à la tête d'un commando, le commando Griffon. Militairement, quel est le sentiment que vous avez à l'époque? Est-ce que vous avez l'impression, en 59, 60, 61, que la France a gagné la guerre d'Algérie, militairement? Le commando Griffon, je l'ai formé pendant l'année 60, donc c'est plutôt fin 60. Pour moi, l'adversaire est extrêmement diminué. Les Katibas ne sont plus des Katibas à 100 combattants, mais à 30 combattants, c'est plus du tout la même chose. Et les embuscades ne sont plus ce qu'elles étaient. L'adversaire est courageux, continue de lutter, mais il est extrêmement diminué. Et ce que l'on nous commande, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'action d'embuscade, de destruction, et surtout de terrorisme, c'est-à-dire d'assassinat de tous ces Algériens de l'élite qui devaient former l'élite de l'Algérie de demain, et que, au moins dans la région que j'ai connue, on a vu disparaître. Tous les conseillers municipaux, les chefs de tribu, etc.,
ont disparu, assassinés, parce qu'ils ne voulaient pas évoluer selon l'optique du FLN. Voilà. Quelle est l'influence d'événements comme la conférence de presse du 15 septembre 1959 du général de Gaulle sur les trois solutions possibles, la francisation, l'indépendance ou la coopération avec la France, et ensuite, par exemple, un événement comme la semaine des barricades de janvier 1960? C'est un drame que l'on comprend bien et dont on voit bien qu'il est normal qu'il se produise. Alors la politique du général de Gaulle change carrément entre 1959 et 60. À partir de quand les négociations secrètes qui sont menées entre l'État français et le FLN commencent-elles à avoir une influence sur le comportement des Français musulmans avec lesquels vous êtes? Nous avons un temps de retard. Hein. Nous ne savons pas à quel point on lâche au FLN. Nous croyons que le général de Gaulle, que les représentants de la France, etc., sont beaucoup plus fermes qu'ils l'ont été. Et je dirais que c'est à partir de début 61 que l'on découvre que l'évolution est extrêmement rapide. Dans des troupes combattantes, comme était mon commando, en 1961, on n'aurait pas suivi la révolte, parce que pour nous, c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. Mais vers quelle Algérie allions-nous? Puisqu'il s'agit, si vous voulez, d'Algériens, de musulmans et d'un commando musulman, je vous dirais que le fond de notre comportement, c'était quand même la confiance. On n'imaginait pas être trahi par nos patrons, par la France elle-même. Et la confiance, c'est l'estime, le regard de chacun et comment dirais-je, la morale la plus élémentaire. Quand on va dans les combats et quand on envoie la troupe au combat, on ne l'envoie pas sans objectif, je ne dirais pas noble, mais objectif réel et partagé. Voilà. Or, nous n'en étions plus là. Ce qui est comment dirais-je, l'élément essentiel que j'ai bien compris dans mon commando, c'est la confiance, et la confiance qu'ils nous faisaient. C'est la raison pour laquelle, moi personnellement, la seule chose que je pouvais leur promettre, c'est de ne pas les abandonner en rentrant en France sans eux. Voilà. En général, le 19 mars 62, c'est la signature des accords d'Évian, de ce que l'on a appelé les accords d'Évian. C'est fini, la guerre est finie, la paix est rétablie en Algérie. C'est du moins ce qui apparaît dans toute la presse métropolitaine. Mais pour vous, sur le terrain, que constatez-vous? Quelle inquiétude! Nous sommes encore... Trois jours avant, nous étions encore en combat, et en combat sur ordre. Ce n'est pas des combats qu'on imaginait, c'est sur ordre du commandement. Donc on combattait toujours, et on sait quelles sont les haines profondes que la guerre entretient entre les gens. Hein. Nous étions là. Et je vous dirais même qu'en ce qui nous concerne, nous avions eu une désertion extrêmement importante, enfin de personnes extrêmement importantes dans l'âme de la Harka. C'était les ralliés de 1960. Ils ont déserté juste avant le cessez-le-feu, car ils n'y croyaient plus. Ils ont déserté quand ils ont vu que, d'une part, des chefs, des colonels, commandants d'unités, etc., qui les avaient accueillis en 1959, quand ils se sont... 58, 59, oui, 50, ou 60 même, lorsqu'ils se sont ralliés, ces gens-là rentraient en France. Ils se sont sentis abandonnés. Alors à ce moment-là, en très peu de temps, ils ont tenté leur chance de l'autre côté. Ils y resteront tous, sauf un. Un seul, ils ont déserté à 6, des anciens proches du MNA, qui s'étaient ralliés à l'Algérie algérienne, ou
et ils ont été liquidés de façon parfois abominable. Alors, mais mon général, pour vous, quelles sont les consignes que vous recevez de l'armée après le 19 mars 62? Notamment, est-ce que vous recevez la consigne de désarmer les harkis et de les inviter à rejoindre leur foyer ou la force locale? Quelles sont les consignes qui sont données par l'État? Les consignes ne sont pas données tout de suite. Et elles ne sont pas données à moi, car en ce qui me concerne, pour dire la vérité, la Arca, une partie importante de la Arca ayant déserté, la Arca va être dissoute du jour au lendemain par le commandement, le haut commandement. Alors, mon général, après le 19 mars 1962, après le désarmement des harkis, est-ce que vous entendez rapidement parler d'exactions, de massacres dont ils seraient les victimes? Écoutez, oui, plus ou moins proche. On a bien connu ce qui s'est passé à Saint-Denis-du-Sigue. À Saïda, il y a eu d'autres drames du même ordre. Chez nous, ça a été plus tard, parce que il y a eu un accrochage avec des commandos de marine qui faisaient une opération de contrôle tout à fait prévue par les accords d'Évian, et sur lequel une Katiba a ouvert le feu. La Katiba a ouvert le feu, les commandos de marine étaient là avec leurs hélicoptères, la Katiba a disparu. Et a disparu, oui, ils ont tous trouvé la mort. Et dans ces conditions-là, évidemment, il y a eu après des vengeances, et des vengeances chez nous aussi. À ce moment-là, les anciens harkis, les anciens mkhasni, etc., attendaient en se demandant ce qu'ils allaient faire. On leur faisait des propositions d'engagement, etc. Le retour en France n'était prévu que s'ils rédigeaient un contrat, s'ils signaient eux-mêmes une demande de retour en France avec un tas de précisions administratives qu'ils étaient absolument incapables de donner. Donc les harkis, comme les mkhasni, étaient en attente, embarrassés, et on les conviait à rentrer dans leur village, et on les dédommageait par une indemnité que chez moi, les harkis ont refusé. Ils ont tellement marqués par l'abandon que constituaient les accords d'Évian, ils ont laissé l'argent de la France. Voilà ce qu'ils ont dit. Face à cette situation, est-ce que vous êtes vous-même le témoin de massacres? Est-ce que vous constatez qu'il y a des massacres? Oui, moi, bien sûr, je constate qu'il y a des massacres, parce que dans les gens massacrés, il y a des anciens harkis de mon commando, des mkhasni, etc. Alors, que décidez-vous à ce moment-là de faire pour vos harkis qui désirent échapper à la mort, en fait? C'est la valise ou le cercueil. Bien. Pour moi, ma position est nette. C'est d'une part de refuser de partir, car dans les commissions d'armistice existantes, une des premières demandes du FLN, c'est que le lieutenant Meyer, qui commandait le commando, etc., disparaisse et qu'on le renvoie en France. Je refuse de partir en France. Je dis je ne partirai qu'avec les harkis qui me demanderont, qui auront demandé à être protégés et à partir pour la France. Donc je reste sur place avec la partie de mon commando qui est constituée de gens d'actifs, car j'ai des gens du commando qui sont spahis, européens, musulmans ou autres, etc. Ceux-là sont là et nous assurons la protection de tous ceux qui viennent se ranger à nos côtés. Or, c'est bien ce qui s'est passé. Un certain nombre de gens, d'anciens harkis et de familles sont venus là où nous étions et ont attendu un éventuel passage pour la France. Nous avons attendu ensemble 3 mois, mais ils ont attendu auprès de moi, et moi les protégeant. Alors mon général, face à cette situation dramatique, vous décidez de proposer à vos harkis de rentrer en France, du moins à ceux qui le veulent. Comment cela se passe-t-il? Et d'abord,
combien de personnes étaient concernées et de quelle logistique, comment avez-vous pu réaliser ce transfert d'une population importante en France? La communauté humaine dont je sentais bien que j'étais non pas le responsable, mais enfin qui n'était pas indépendante de l'évolution de la situation générale, la communauté c'était à peu près 600 personnes. Et je pense avoir ramené en 2 convois à peu près 300 personnes. 300 personnes, c'est-à-dire de nombreux célibataires et des harkis, un mourasli, qui sont rentrés en famille. J'assurais la protection, car ils ne pouvaient rentrer. J'ai dit au commandement du secteur de Géryville que je ne partirais pas sans mes harkis, etc. Il y avait une certaine mauvaise conscience qui a travaillé à mon avantage, car on trouve encore dans les archives des messages à Alger qui disent « il faudrait penser aux harkis du commando Meyer ». Et oui, j'ai eu des places en bateau civils et payés par les armées, dans les premiers bateaux, et les tout premiers bateaux sont du 13 juin 1962, eh bien le premier convoi, en ce qui me concerne, est parti d'Oran. Il y a eu 3 bateaux qui sont partis en même temps. C'est le début du fameux plan promis par messieurs Jox et Mesmer, etc., mais qui n'était pas du tout encore concret, qui était promis au moment des accords d'Évian. Il a fallu 3 mois pour qu'effectivement ce rapatriement ait lieu. Et l'accueil en France? Alors, vous me posez la question de l'accueil en France. Oui, alors, pour le premier convoi, ils sont allés directement au camp du Larzac, et le deuxième convoi, je l'ai convoyé moi-même avec mon adjoint. Nous sommes rentrés, le deuxième convoi date du 9 juillet, enfin du 9 juillet au départ, mais nous n'avons traversé la France que le 14 juillet pour le camp de Sissonne. Et donc, les gens que j'ai ramenés étaient dans 2 endroits bien différents, le camp du Larzac et le camp de Sissonne. Le camp de Sissonne, c'était entre les mains de l'armée, donc j'ai laissé tomber dans un premier temps, et je suis allé avec un de mes amis fidèles qui n'était pas encore le père de Lamorandais, mais qui était M. Alain Lamorandais, et nous avons en voiture sillonné le sud de la France en cherchant un point de chute pour ces harkis du camp du Larzac que nous ne voulions pas laisser au camp du Larzac. Nous sommes allés au camp du Larzac, je suis allé voir comment ça se passait et dire aux harkis de patienter un peu et dire au commandement du camp du Larzac de ne pas faire éclater tous ces gens de Géryville, de les laisser ensemble car je les prendrai ensemble. Et je les ai pris ensemble grâce au préfet de Lozère et au maire de Villefort, le maître Almeras. Le préfet de Lozère m'avait indiqué deux maires possibles, et ces 2 maires possibles se sont arrangés pour accueillir le plus tôt possible. Nous avons eu 3 convois successifs en fin août, septembre et octobre 1962 sur Villefort et sur un autre village, un village relativement important à côté de Villefort. Et comme il y avait du travail sur place par la construction du barrage d'électricité de France à Villefort même, dès le début, les plus jeunes en tout cas, pouvaient immédiatement travailler. Et c'est à partir de cette implantation que les uns et les autres ont éclaté selon les désirs, effectivement en allant un peu plus loin qu'à Villefort, et en allant en particulier dans les mines d'Alès, on gagnait davantage. Ils ont gagné davantage en travaillant davantage. Donc là, leur intégration s'est faite naturellement dans le milieu urbain français. Dans le milieu urbain, oui, ils ont touché les aides que tout le monde touchait, mais pas plus. Ils ont travaillé, ils sont allés jusqu'à la retraite, ils sont propriétaires de leur maison dans le sud de la France, les uns et les autres. Votre expérience, mon général, semble démontrer que si elle avait été appliquée à l'ensemble des harkis,
nous n'aurions jamais eu les révoltes des camps de 1975 à Saint-Maurice-l'Ardoise, à Rivesaltes, à Bias, etc. C'est ça. Elles auraient été la marque de la considération. C'est ce dont ont besoin. C'est vital, hein, au sud de la Méditerranée, la considération, la fierté, etc. Et je prends un exemple. Il lui suffit, par exemple, d'ouvrir les centres mobilisateurs. Nous n'étions pas en mobilisation, ça n'était pas 14-18 ou 39-40. Les centres mobilisateurs, grandes casernes vides qui existaient dans tous les chefs-lieux, et elles sont restées vides. Je le dis d'autant plus facilement que finalement, une partie des gens que j'ai ramenés, qui se sont réinstallés ou que nous avons réinstallés à Provins, ont bénéficié d'un centre mobilisateur pendant un certain temps. Et ce centre mobilisateur était au centre de Provins. Et comme ça, les gens sortaient faire leurs courses, les gosses allaient à l'école d'à côté, enfin, etc. Ils étaient naturellement intégrés dans la ville et non pas dans des camps, des chantiers de forestage, etc. Passionnant, passionnant comme témoignage. Allez, cet été, le 25 juin, vous êtes allé dans le nord de la France, dans ce petit village qui s'appelle Trelon. Trelon, là où des harkis et leurs familles ont été accueillis après avoir été sauvés par leurs officiers. En général, on pense plutôt aux villes du sud de la France d'ailleurs. Alors pourquoi Trelon ? Alors Trelon est une petite ville du nord de la France qui, en juin 1962, grâce à l'initiative de deux officiers de l'armée française, le commandant Guy Cagnot et le capitaine Alphonse Le Guil, ont pu sauver, avec l'aide de la famille du prince de Mérode et de son épouse, ont pu sauver 7 familles de harkis, soit 35 personnes, qui ont trouvé refuge pendant plusieurs années au château de Trelon, et où ils ont été très bien accueillis par la population des Trélonais et Trélonaises qui les ont accueillis comme leurs enfants, et ça c'est vraiment, l'intégration s'est vraiment très très bien passée. Et nous avons, à l'initiative du petit-fils de la princesse de Mérode, malheureusement le prince de Mérode est décédé, Philippe de Mérode est décédé, la princesse de Mérode a 99 ans, mais son petit-fils a voulu rendre hommage à la fois à sa grand-mère, à la ville de Trelon, en permettant à des harkis de revenir, des enfants principalement de harkis, de revenir sur place, revivre 55 ans après cette épopée. Là encore, un témoignage dans la ville de Trelon, dans le Nord. Et merci d'être venu et surtout d'avoir répondu à l'invitation de Philippe Collin. Je remercie beaucoup Philippe de l'idée originale qui m'a très surprise quand il nous l'a présentée, d'organiser au fin juin cette conférence sur les harkis. Franchement, je disais, je ne voyais pas ce que ça devait faire. Et en fait, je crois que Philippe marque très fort la vie de Trelon, un épisode de la vie de Trelon, qui est aussi un épisode de la vie nationale. Et comme le prince de Mérode, en son temps, donc dans les années 60, a décidé d'accueillir des harkis, et je trouve que c'est formidable que son petit-fils reprenne le flambeau, une forme de flambeau, pour montrer l'attachement d'une ville, d'une famille, la famille des Mérode, à la liberté. C'est certain que quand on parle des harkis, personnellement, moi je n'avais pas de grande notion, même aucune. Je suis allé après, heureusement que nous avons Internet pour aller chercher des renseignements, mais on se rend compte que cette vie de ces gens, de ces familles qui ont défendu la France au péril de leur vie, c'est quand même une histoire formidable, importante, symbolique de cette liberté et cet attachement au territoire national. Voilà, est-ce que vous êtes tous sûrs, parce que je vois énormément de monde, d'être venus à la bonne conférence? Donc notre attachement au pays nous a été transmise et on est très fiers de notre drapeau. Je vous l'avais dit que j'étais émue, hein, mais bon, je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Merci. Je l'avais à peine avant,
départ d'Algérie et également notre arrivée à Trélor, on était accueillis par le prince du Maroc. Je pense que les harkis sont l'exemple même qui nous ont donné cette éducation de respect. Parce que quand on voit par rapport à ce qui se passe actuellement, on peut dire que les harkis, par rapport à leur éducation qu'ils nous ont donnée à nous, ils sont exemplaires. Il a fait la guerre 39-45, Monte Cassino, la campagne d'Italie. De juillet 45, il a défilé à Berlin, au Cléron. Mais par contre, jusqu'à l'heure actuelle, tout ce qu'on nous demande, c'est la reconnaissance de l'État français. Je voudrais d'abord effectivement rendre hommage à nos hôtes, c'est-à-dire à la famille de Mérode, et plus particulièrement à M. Philippe Collin. Ce qu'a fait mon père dans cette occasion-là, ça me donne effectivement qu'on n'a pas grand mérite à être le fils de quelqu'un. Voilà, pour marquer cette journée souvenir. Et oui, c'est tellement important, c'est une journée historique pour nous. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Voilà, je parlais tout à l'heure de ce lien qui nous lie. Et merci pour tout le travail que vous avez pu fournir par rapport à cette journée. Qui sont beaux. Charles, mets-toi à genoux devant. Merci. Merci à vous. Nous étions le 25 juin, mais le 25 septembre, dans le cadre de la journée nationale en hommage aux harkis, aura lieu à l'Argentière. Cette fois-ci, c'est en Ardèche, la 53e cérémonie des harkis de la DBFM qui sera marquée cette année par la sortie d'un superbe ouvrage, d'un bel et lourd ouvrage de 2,3 kg, je crois, un beau bébé, qui leur est consacré et que j'ai parcouru malheureusement pour l'instant trop rapidement, les harkis de Nemours à l'Argentière, de l'Oranie en fait à l'Ardèche, de Guy Refineau, avec la participation de Mohamed Mouslim. Somptueux ouvrage dont je vous laisse parler pendant que je le regarde. Alors effectivement, il y a 1 an et demi, nous avons été contactés par un pied noir de Batna, M. Guy Refineau, qui est auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur sa propre ville, sur Constantine, et qui lui-même a rencontré les harkis de l'Argentière. Il habite pas très loin de l'Argentière, et la mairie de l'Argentière lui a proposé de faire un ouvrage sur cette aventure extraordinaire des harkis de l'Argentière, où c'est l'intégralité de la harka de la DBFM qui a pu être sauvée par la Marine nationale. Et là, on peut dire que c'est un corps constitué de l'État, la Marine nationale, qui a sauvé près de 700 harkis et leurs familles parce qu'ils disposaient de la logistique permettant de rapatrier autant de personnes. Grâce aux bateaux de la Marine nationale, alors que l'État leur interdisait de rapatrier ces harkis, la Marine nationale a refusé de suivre les directives reçues et a ramené l'ensemble des harkis de Nemours. C'est probablement le seul cas d'une harka complète qui a été sauvée totalement. Voilà, donc avec la participation et les documents de Mohamed Mouslim, qui est un harki de Nemours, Gazaouet, rapatrié à l'Argentière en juin 62, et puis donc avec Guy Refineau, qui est historien et qui a fait déjà un ouvrage, je crois, sur Constantine. Oui, sur Constantine. Si je me souviens bien. Voilà, là c'est un très très bel ouvrage. M. Mohamed Mouslim est président de l'association régionale des harkis et leurs enfants. On a déjà fait un petit reportage dans un précédent Au Forum. Je me souviens. Et là, ce livre-là complète ce reportage
passage, M. Mohamed Mouslim, il faut le dire, est chevalier de la Légion d'honneur et médaillé militaire. Et vous savez que la médaille militaire, on ne la gagne pas comme ça. Des centaines de superbes photos, 600 pages au total et un prix de 59 € chez Muller Éditions. Voilà, alors je signale aussi que tous les donateurs de la publicité qui paraît aujourd'hui dans Valeurs Actuelles, qui donneront plus de 100 € recevront gratuitement cet ouvrage. C'est un geste que fait l'éditeur et qu'accompagne aussi Jeune Pied Noir pour favoriser la promotion de ce livre. Superbe. On va passer à l'actualité des rapatriés. Symbole de courage, pied noir, reflet de volonté. Bernard Colle, vous n'êtes pas seulement le défenseur des rapatriés, vous en êtes aussi la mémoire. Vous avez des documents formidables. Là, je lis France Horizon, le cri du rapatrié, sur une opération Ville et rapatriés dont on va parler. C'était en mars 1969. Passionnant. Alors, bon, je reviens à notre sujet, c'est l'actualité des rapatriés. Comme nous l'avons évoqué, l'année 2017 va donc être marquée par le 55e anniversaire de l'exode des Français d'Algérie. Alors, qu'est-ce qu'envisage concrètement votre association dans ce contexte, alors que la relation État-rapatrié a été volontairement interrompu par le gouvernement socialiste? Alors, ce que nous envisageons, c'est effectivement la constante des associations de rapatriés, c'est de sauver notre mémoire. Donc, 2017, on a la chance en 2017 d'avoir deux événements qui se télescopent, c'est l'élection présidentielle et les législatives, auxquelles se rajoute le 55e anniversaire de l'exode forcé des Français d'Algérie. Donc à cette occasion, nous allons lancer une nouvelle campagne qui reprend tout simplement une action qui a été engagée en 1969, comme Martial vient de le rappeler, par les maires des villes de France qui se trouvaient face au problème des rapatriés, l'État renonçant dès 1964 à apporter une solution à ce problème. Donc ce sont les maires de France, et notamment des villes du sud de la France, qui à l'initiative du maire d'Avignon, se sont regroupés pour créer un mouvement qui s'appelait Ville et Rapatriés. Et nous allons relancer une action dans ce sens-là, Ville et Rapatriés, pour rendre hommage aux villes qui ont su accueillir les rapatriés et pallier la carence de l'État jusqu'en 1970, puisque la première loi rapatriée date de 1970. Voilà, l'association Ville et Rapatriés est née à Avignon et ses objectifs, défendre les intérêts des villes à forte implantation de rapatriés et obtenir l'indemnisation. Voilà, c'était en 69, en 2016. En 2017, le propos est le même, les revendications sont toujours là. Mais grâce à cette association, je vous dis, la première loi rapatriée a été votée en 70, une année après. Donc on voit quand même le poids des maires de France quand ils décident de s'engager. Et en fait, Ville et Rapatriés ne fait que reprendre une campagne qui avait été lancée en 1956 par Antoine Pinet, qui était alors président du mouvement national des élus locaux. Et Antoine Pinet, avec un certain nombre de maires de France, avait décidé de faire jumeler des villes de France avec des villes d'Algérie. Il y a eu plusieurs centaines de villes qui ont été jumelées. À l'époque, il y avait une revue qui s'appelait L'Édile algérien qui a repris toute cette campagne. Et c'est à partir de ces documents que nous allons démarrer la campagne en prenant toutes les villes de France qui avaient été jumelées à l'époque avec des villes d'Algérie. Et bien souvent, les maires de ces villes ignorent totalement l'existence de ces jumelages. Quand on voit la plantation des pieds noirs dans le recensement de 1965, que j'ai en face de moi, on s'aperçoit que bien évidemment la répartition se fait dans quasiment tous les départements. Peut-être enlever le Cantal où il n'y a que 610 pieds noirs, mais sinon il y en a dans tous les départements. Donc il y a beaucoup de villes qui sont concernées, pas seulement dans le sud. Une nouvelle fois, c'est la preuve par très long. Dans toute la France, parce que les pieds noirs, une bonne partie étaient originaires d'Alsace, de Picardie. Donc il y a des implantations de rapatriés dans toute la France. Et les harkis ont été éclatés aussi sur tout le territoire national. Il y a de nombreux harkis en Bretagne, par exemple. Il faut dire que certaines villes ont honoré ce jumelage jusqu'à aujourd'hui. Alors, on a parlé des harkis de l'Argentière. La ville de l'Argentière, les harkis de l'Argentière, pardon, sont les harkis de Nemours. La ville de Nemours était jumelée avec la ville de Neuilly.
Et le maire de Neuilly à l'époque, Achille Peretti, de Neuilly-sur-Seine, qui est décédé, évidemment, aujourd'hui, en 1962, a maintenu ce jumelage avec les harkis. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le 25 septembre, le maire actuel de Neuilly sera présent à l'Argentière, M. Jean-Christophe Fromentin, pour perpétuer ce jumelage de la ville de Nemours et de la ville de Neuilly. C'est très joli. Allez, pour démarrer cette année 2017, vos projets, vous envisagez un jeu concours qui portera sur les points non éclaircis de la mémoire rapatriée, pieds noirs et harkis. Alors, le mot pieds noirs appliqué aux Français d'Afrique du Nord a une origine encore obscure d'ailleurs. Mais qu'en est-il d'ailleurs clairement? Parce qu'on est à la 6e émission, on n'a toujours pas évoqué cela. Non, mais on ne sait toujours pas aujourd'hui l'origine exacte du mot pieds noirs. Il y a eu beaucoup d'hypothèses qui ont été proposées par des chercheurs, des historiens, mais notre démarche est relativement simple. Le premier document dans lequel on voit apparaître le mot pieds noirs est un livre qui s'appelle d'ailleurs Les Pieds Noirs, que vous voyez à l'écran, qui a été publié en 1957 et qui est en fait écrit par un ancien combattant de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, un pied noir engagé dans l'armée d'Afrique. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu 175 000 pieds noirs aux côtés de 45 000 Français musulmans qui sont venus défendre la mère patrie. À titre comparatif, il y a eu 20 000 Français libres combattants dans 2 divisions, la 2e DB et la 1re DFL. Donc vous voyez un peu la disproportion un peu des masses. Eh bien c'est cet ancien combattant de l'armée d'Afrique a fait ce livre Les Pieds Noirs. Et il donne une explication, sa propre explication de l'origine du terme pieds noirs. Et nous qui étions en Algérie à l'époque, nous ne connaissions pas ce terme. On nous appelait les Européens d'Algérie ou les Français d'Algérie. Mais pas du tout, pieds noirs, je n'ai jamais entendu personnellement en Algérie l'évocation de ce terme avant les années 59-60. Donc en fait, nous lançons un appel à tous les téléspectateurs de TV Liberté. Si vous disposez d'articles de presse, de documents des années 59-60 ou un peu avant, dans lequel apparaît le mot pieds noirs, faites-nous les parvenir. Celui qui trouvera le document le plus ancien, eh bien, je pense que nous aurons le plaisir de l'inviter à une émission au Forum des Rapatriés et à lui remettre la table est grande, on peut perdre plusieurs personnes. Un prix modeste pour qu'il nous explique comment il a trouvé ce document. On va chercher. Il faut chercher dans vos archives. Je vais chercher, comme ça je m'inviterai ici, ça changera un peu. Allez, parmi les publications récentes, parce qu'on termine bientôt cette émission, vous avez toujours bien la volonté de conseiller aux téléspectateurs, de soutenir, de s'abonner aux lettres des associations de défense des rapatriés. Je pense à la lettre de Secours de France, à l'Écho de l'Oranie. Je vous laisse les présenter. Alors, donc vous voyez à l'écran effectivement la lettre de Secours de France qui est en cours de diffusion actuellement, dans laquelle d'ailleurs il y a un article sur les harkis de Trélon. Vous voyez aussi le dernier numéro de La Voix du combattant de nos amis de l'UNC. 250 000 adhérents, l'UNC quand même, des anciens combattants qui sont très proches des rapatriés et des harkis. Il y a aussi une publication dont nous parlons souvent, ce sont nos amis de l'Écho de l'Oranie qui reprennent régulièrement les annonces que nous publions dans Valeurs Actuelles ou dans d'autres supports. Et je voudrais faire une petite mention spéciale dans ce forum à nos amis, l'Association nationale des rapatriés d'Oranie et leurs amis, qui ont inauguré le 5 juillet dernier à Saucé-les-Pins une plaque en hommage aux disparus d'Oran du 5 juillet 62. Super. Et dans les associations particulièrement actives de la communauté rapatriée qui soutiennent la campagne pour la loi Vérité et Justice pour les rapatriés, il y a évidemment nos amis du Mémorial de Notre-Dame d'Afrique qui sont aussi les responsables de l'association Souvenir du 26 mars 1962, cette terrible fusillade qui, le 26 mars 62, a tué 80 Français et blessé 200 Français. L'armée française a tiré dans la foule des pieds noirs qui venaient manifester leur solidarité avec les 70 000 habitants du blocus pris dans le blocus de Bab el-Oued qui étaient en train d'être affamés pour les faire céder.
Est-ce qu'on se retrouve pour un numéro 7 avec des invités? Là, c'était un numéro d'étape. Est-ce qu'il y a un numéro 7 où on arrête? Il y aura encore des numéros, mais qui seront consacrés au cinéma, à la littérature, à la peinture, prochainement avec de nombreux invités. La mémoire. Toujours la mémoire et l'avenir, car il n'y a pas d'avenir sans mémoire. Merci Bernard Colle, à très bientôt alors. À très bientôt Martial. À très bientôt à vous aussi. Symbole de courage, pied noir, reflet de volonté. Toute confession, sans distinction, fils de pionnier. Pied noir, c'est notre seul bagage. Pied noir, voilà notre fierté. Rien ne pourra faire oublier nos